Alors, bonjour du coup à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. Merci beaucoup d'avoir créé un espace où on peut en fait parler de femmes et amazighités, et notamment de le faire en sortant peut-être des prénotions et des absences. Et en fait, aujourd'hui, je vais parler de ce qui a souvent été pensé comme une absence, car c'est un élément invisible et des fois même impensable ou un impensé des sociétés berbères, et c'est les modalités de participation et engagement politique des femmes en Kabylie. Cette conférence, la communication que je vais faire aujourd'hui sort en fait du cadre d'une thèse en doctorat sur justement une socio-anthropologie de cet agir discret politique des femmes en Kabylie. C'est une recherche que j'ai commencée depuis quelques années, depuis 2018, et qui est née en fait des questions qui sont venues du décalage entre le rôle central de la femme dans les sociétés berbères et leur absence systématique dans les processus politiques. Donc, cette étude se propose de répondre aux questions que ce décalage produit. Donc, perçu et exprimé essentiel dans la sphère domestique et culturelle, le rôle féminin dans la sphère politique, quand j'ai commencé mes recherches, c'est souvent révélé être un sujet qui provoquait l'étonnement. Souvent, la réponse que j'ai reçue, c'était les femmes ne font pas de politique, donc ce que vous cherchez n'existe pas. Et en fait, c'était une indicibilité. La participation politique des femmes, le fait de penser l'action féminine comme étant politique, était juste impensable. Et cela a engendré pas mal de difficultés méthodologiques au début. D'une part, on a le mythe d'un matriarcat berbère qui n'a jamais existé, qui est utilisé dans un premier temps pour des fins coloniales, on le verra, et puis dans un deuxième temps qui est aussi pris et investi dans le souci d'affirmation et de fierté identitaire par les mouvements contemporains. Et puis on a le mythe de la liberté de la femme berbère et de la femme kabyle, qui est aussi très présent dans les discours des militants et qui est souvent associé à des figures légendaires dont Malika a parlé tout à l'heure. Et en fait, ces oppositions, cette invisibilité, mais aussi ces mythes de matriarcat et de liberté semblent conforter et prolonger l'invisibilité de la participation politique dans les contextes ordinaires et dans son hétérogénéité. Donc, dans cette présentation qui sera brève, forcément, je vais parler d'abord de la production de l'invisibilité, même si Malika l'a fait, on verra plutôt de ce qui en est pour le domaine politique. Et puis, donc, on va voir comment ce qui a été assigné à la passivité et à une soumission qui n'a jamais... qui a été acceptée par les femmes dans une littérature qui va jusqu'à la fin du XXe siècle. La présentation se concentrera ensuite sur les modalités et l'action, modalités hétérogènes et plurielles d'engagement et participation politique. Donc, on sait que l'invisibilité des femmes, l'invisibilité politique des femmes est le résultat d'une question de regard. Au XIXe et au XXe siècle, on a une littérature diserte, très très prolifique au sujet de la société kabyle, mais on a des grands silences par rapport en fait à sa composante féminine. Et sur l'échiquier colonial, on a des positions idéologiques bien entendu, et on voit aussi que la condition et le statut des femmes sont restitués de façon assez contrastante et contrastée dans la littérature coloniale. En fait, on aura des femmes qui sont le premier facteur du retard en Algérie chez certains auteurs, ou alors un puissant auxiliaire du progrès chez d'autres auteurs. On sait, en fait, que l'anthropologie à cette époque, et les sciences humaines et sociales en général dans la situation coloniale, sont parties, d'une part, du postulat que l'espace public est plus valorisé et valorisant que l'espace privé et l'espace domestique.
Et c'est a priori, comme témoignent et comme démontrent les études de, par exemple, Marie-Luce Gélard chez les sociétés marocaines berbères, est en réalité quelque chose qui témoigne d'une projection occidentale où la valeur de l'individu est éminemment sociale et visible. Et l'invisibilité des pratiques féminines permet de comprendre non seulement que l'agir féminin est lié en profondeur au processus politique et déterminé de la hiérarchisation des rôles établis sur la base d'un ordre qui est patriarcal, mais aussi du regard que des chercheurs ont porté sur ces sociétés et qui a contribué à prolonger un aveuglement concernant en fait l'action politique des femmes. Cette cécité, cet aveuglement s'est nourri de la conception même de ce qui est politique. Donc on a souvent associé le politique à l'institutionnel. Mais on sait que en fait, il y a des idéologies qui fondent le politique dans la société kabyle et qui fondent également le socle anthropologique kabyle, qui sont reliés à l'honneur, qui sont reliés à la parenté, qui sont reliés à l'identité, l'appartenance en termes de kabilité et en termes de tradition. Donc, ces processus parallèles de regard portés par des observateurs et de structures de domination patriarcale existantes, en fait, sont interdépendants et coproduisent cette invisibilité. D'une part, le système patriarcal subit une rigidification face à l'agression coloniale, dont ce que Camille Lacoste du Jardin, une ethnologue qui a longuement travaillé sur la Kabylie, a qualifié de conservatisme de résistance, et d'autre part, l'accumulation des connaissances à l'époque coloniale sur une base évolutionniste qui voit comme primitive et archaïque la société qu'elle observe, crée une hiérarchisation ethnopolitique des populations. On parle de l'Algérie, bien sûr. Et les femmes kabyles sont instrumentalisées de façon différente sur ces échiquiers coloniaux. Donc, si Anoto nous dira que de la femme à l'esclave, il n'y a qu'un pas, on saura que Camille Sabatier a un projet d'assimilation de la population qui passe par les femmes, parce que c'est par les femmes qu'on s'empare de l'âme d'un peuple, je cite. Donc, je veux remarquer juste qu'avant que ces positions idéologiques se mettent en place dans le cadre de la colonisation kabyle, on a un ouvrage qui est écrit en 1830, enfin qui est écrit dans les années 20 et 30, fin années 20 et années 30, et qui est publié en 1839 par Édouard Lapen, un officier militaire, à Béjaïa, à Bougie, à l'époque, qui observe en fait, qui rapporte une réalité qui est un peu différente. Lapen témoigne pas seulement de la présence des femmes sur le champ de bataille, mais aussi de la centralité féminine dans les affaires intertribales. Il témoigne également de la veuve d'un cher qui est à la tête d'un bataillon en 1836, et il nous parle de la centralité du respect que les femmes, en fait, qu'on accordait aux femmes dans la société kabyle de l'époque, où la Naya, qui était une véritable institution politique, connaissait une autorité féminine prééminente. Lalla Fatma Soumer sera un des personnages et une des dernières femmes visibles dans le cadre de la conquête coloniale. Et puis on ira ces processus parallèles où, selon l'anthropologue Lila Boulougod, il y a l'universalité d'une correspondance entre des regards d'hommes qui ont coïncidé quant à des visions du monde qui conduit à renforcer mutuellement les centres d'intérêt d'hommes qui en réalité sont en lutte entre eux. Tout ça donc amène à une invisibilité des femmes qui les assigne et assigne toutes les activités féminines à la passivité, au silence et à la soumission. Encore en 1998, Pierre Bourdieu publie La domination masculine, dans laquelle on sait que la Kabylie est le paradigme de la violence symbolique, où les femmes, dans ce réservoir de l'inconscient méditerranéen, je cite, accordent leur consentement inconscient à la domination masculine en accordant une soumission totale. Et c'est là qu'il faudra attendre un tournant
épistémologique, un tournant de la façon de penser les sciences et de faire les sciences, et aussi donc un changement de regard. Du regard colonial qui assigne les femmes à la passivité, le tournant épistémologique permet de changer de perspective et de voir les contre-pouvoirs, les expressions et les modalités de participation et engagement quasi politique, j'ai envie de dire, dans énormément d'activités de femmes. Si les femmes étaient dépositaires ou éléments passifs dans l'honneur social à honte, là on saura que les femmes sont une partie active dans le maintien de l'honneur du groupe. On saura qu'elles sont à l'origine de contre-discours, mais aussi de contre-pouvoirs dans la production des liens de parenté qui sont éminemment politiques. On saura qu'elles ont un contre-discours qui conteste la domination patriarcale dans la littérature orale, qu'elles sont redoutées par leur pouvoir magique par les hommes, mais aussi qu'elles ont le pouvoir de éduquer et de transmettre des savoirs qui seront à la base de l'affirmation culturelle et identitaire quelques années plus tard. J'ai mis quelques ouvrages. Parmi ces ouvrages, vous voyez aussi un qui est un peu plus ancien par rapport à ceux de Germaine Laus-Chantréau, de Camilla Coste-Dujardin, Tassel Yassine, qui est l'ouvrage de Boulifa. En fait, Boulifa, c'était le seul qui, un siècle avant cette littérature qui change de vocale, avait contesté l'autorité du regard du général Anoto concernant justement la centralité féminine dans la société kabyle. Si on regarde donc d'une perspective historique l'engagement et la participation politique féminine en Kabylie, on voit qu'à partir des années, on sait que le tournant est la guerre d'indépendance pendant laquelle les femmes participent massivement en tant que militantes. Mais à partir des années 70, c'est l'affirmation identitaire qui s'articule à la lutte féminine en Kabylie. Cette première génération de chanteuses, même si elle devra couper et renoncer à son appartenance, parce que pour affirmer cette identité de chanteuse inacceptable à l'époque dans les villages, elles ont dû couper les ponts, mais elle chantera à la fois la contestation féminine de l'ordre patriarcal et d'un système rigide de domination, mais aussi l'affirmation identitaire berbère et culturelle, et notamment la revendication de reconnaissance de la mazirité en Algérie. La chanson engagée permet également de massifier la posture militante, ça de façon générale. Et ce sera au cours des années 70 que la posture militante et que la revendication berbère, culturelle et identitaire se massifie jusqu'à avril 1980, le printemps berbère, lorsque, comme tout le monde le sait, j'imagine, dans cette salle, il y aura la diffusion massive de la revendication berbère. Et là, il y a une grande absence. Là, on commence à avoir dans la littérature des mouvements contemporains une grande absence de l'engagement, de l'agentivité, de la participation féminine, qui est d'ailleurs invisible dans tout récit jusqu'à présent. Quand j'ai commencé à chercher les traces de cette présence, des véritables difficultés ont émergé, et j'ai remarqué avec le temps que une posture qui était, il n'y avait pas de femmes en 80, et parce que les femmes ne faisaient pas de politique en 80, dans une situation d'intersubjectivité, dans le cadre de l'ethnographie, petit à petit, des traces émergeaient, et petit à petit, des contacts arrivaient, et des récits de femmes aussi, pour en arriver finalement à savoir que les femmes étaient présentes en 80, la majeure partie des femmes présentes en 80, c'était des étudiantes universitaires, mais aussi des enseignantes universitaires, des salariés, des professionnels qui ont été arrêtés, qui ont été maltraités, comme les hommes, mais qui ont disparu de cette histoire. Mon hypothèse, c'est que la présence de ces femmes, les maltraitements subis par ces femmes et les arrestations de ces femmes ont produit un traumatisme dans le vécu de ces événements, ont produit une blessure dans l'honneur collectif et qui a amené à une amnésie collective concernant cette participation qui a pu être dévoilée petit à petit. On sait que c'était une nouvelle génération de femmes qui participaient après la guerre d'indépendance, au profil sociologique différent par rapport aux militantes de la guerre d'indépendance.
C'était des femmes diplômées, souvent, c'était des femmes qui avaient un travail. Et on a à cette époque un militantisme qui est notamment à caractère urbain. Et une grande partie des femmes qui sont actives dès 80 dans les mobilisations culturelles et aussi membres des associations qui composent le tissu associatif en Kabylie et qui commencent à se mobiliser à partir de la fin des années 70 et puis notamment avec la promulgation du Code de la famille à partir de la moitié des années 80. J'ai pu répertorier dans ces années plusieurs associations féminines en Kabylie, dans plusieurs villes, qui étaient actives dans les années 80 et 90. On remarque dans les actions, vous avez ici quelques photos, quelques tracts et les noms de ces associations. Et on peut remarquer dans les activités de ces associations qu'il y avait en fait une tension entre l'affirmation identitaire et culturelle berbère et la contestation du cadre normatif communautaire et notamment du sens de l'honneur qui imposait un silence aux femmes. Si on regarde les activités d'une des plus importantes associations de l'époque, qui était Rina Thematout, basée à Tizi Ouzou, on voit bien comment en fait la pluralité des modalités d'engagement et de participation féminine se profile. Thierry était une association féministe et féminine basée à Tizi Ouzou, qui était, dont la porte-parole, Nabila Djanine, a été tuée en février 1995 pendant la décennie noire à côté de l'université de Tizi Ouzou. Elle avait un caractère, les activités de Thierry avaient un caractère principalement urbain, certes, mais Thierry Nthematout affirmait l'identité et la nécessité de la reconnaissance de la mazirité comme condition pour l'émancipation féminine en Algérie et aussi faisait des activités d'alphabétisation juridique, éducation sexuelle, sensibilisation des femmes dans les villages. Donc c'était une association qui était active sur, on va dire, tous les fronts. Il y en avait d'autres dont les activités étaient toujours à l'intersection entre la contestation, bien sûr, du Code de la famille, bien sûr du statut et de la condition de la femme algérienne, mais aussi des éléments communautaires, des éléments entre guillemets traditionnels qui imposaient un silence aux femmes dans la société kabyle. On a tous ces histoires, ces engagements et ces trajectoires, on les retrouvera en 2001, lors du Printemps Noir. Le Printemps Noir a été un véritable laboratoire pour les activités politiques féminines en Kabylie. On aura toutes les voix, on aura des formes de présence très hétérogènes. D'une part, la question de la participation et de la présence féminine est, dès le début du moment, une question très conflictuelle. On sait que lors des réunions de la coordination de Béjaïa, donc coordination populaire de la wilaya de Béjaïa, on aura une intégration à la fois de la présence féminine et aussi des revendications d'égalité hommes-femmes et d'abrogation du Code de la famille dans la plateforme produite par la coordination, par le comité. Sauf que lors du conclave de Tizi Rached, ces revendications d'égalité hommes-femmes et d'abrogation du Code de la famille vont disparaître et elles ne seront pas présentes dans la plateforme d'Elxer qui sera publiée en 2021. Cela engendre pas mal de critiques. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'il y aura des pressions, il y aura des contestations, il y aura une révision de la plateforme qui va, dans sa deuxième version, inclure ces deux revendications. Mais pourquoi ces revendications ont été exclues? D'une part, et c'est intéressant, ces revendications sont exclues parce qu'elles sont perçues comme une référence aux partis politiques. Étant les partis politiques désavoués, aucune référence au programme des partis politiques n'est pas acceptée dans la plateforme d'Elxer. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces deux revendications n'ont pas été considérées comme des revendications qui étaient une référence plutôt au mouvement et aux associations féminines et féministes. Sur l'exclusion des femmes, qui a été assez
comment dire, qui a été un levier en fait pour obtenir un large consensus de la population de la part du mouvement. Des militants ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas proposer de faire représenter une coordination, une délégation par une femme. D'ailleurs, une femme a été élue déléguée dans un quartier à Tizi Ouzou et ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu des contestations et elle a été obligée de renoncer à son rôle. Alors, la présence féminine s'est imposée, mais de façon très hétérogène et très différente. On aura la création du collectif des femmes du Printemps Noir. On aura l'organisation de la marche des femmes le 24 mai 2001 à Tizi Ouzou. On aura la création de l'Union des femmes kabyles. On aura la participation des étudiantes universitaires. On aura la solidarité du mouvement féminin kabyle au Arche, au mouvement citoyen. Mais on aura aussi le mouvement des mères pour les droits des enfants, qui va organiser une marche à Béjaïa pour contester la, je cite, prise en otage de nos enfants, c'est-à-dire l'interruption continuelle de la scolarité des enfants. Donc, encore une fois, la tension entre la contestation et l'appropriation du cadre normatif et des éléments culturels principaux dans l'affirmation identitaire du mouvement féminin est présente, à la fois dans les discours et dans les pratiques. D'une part, on aura donc encore une critique du code d'honneur, du silence imposé aux femmes, de l'exclusion des revendications des femmes dans les plateformes et dans les documents et organisations de la CDAC, de la coordination des arches des rails communes. On aura la critique et la contestation des arrêts de la scolarité et aussi le fait que les femmes ne soient pas représentées. Mais en même temps, on aura une adhésion au système de valeurs traditionnelles qui est porté et redynamisé par le mouvement, qu'on va se souvenir, il va, comme en 80, réinvestir les institutions sociopolitiques villageoises qui vont rester masculines. Il y a des femmes militantes qui vont se dire et se revendiquer gardiennes de la tradition. Il y aura aussi une affirmation culturelle à travers l'organisation de cours de Tamazirt ou de Kabyle, et il y aura aussi une adhésion de tout le mouvement féminin qui dit on ne se sent pas représenté, mais on est dans le même combat. Alors, toutes ces modalités, dans leur hétérogénéité, j'ai essayé de les catégoriser sur la base du critère de la discrétion. Parce qu'en fait, il y a une adaptation à des codes culturels, au code de l'honneur, qui impose une discrétion aux femmes, qui a souvent caché l'agir politique des femmes, mais qu'il s'agit d'une adaptation choisie et assumée à un cadre normatif qui constitue lui-même l'identité, la kabyléité. Au cours de mes recherches, j'ai donc pu repérer des formes de participation et engagement politique indirect dans la sphère privée. Et il s'agit d'activités occultées. Je me réfère notamment, par exemple, à la participation indirecte des femmes aux décisions prises dans le Taj Mahal. J'ai pu avoir énormément de témoignages de femmes âgées qui m'ont parlé du fait qu'il y avait des réunions de femmes dans quelques villages du Djurdjura qui créaient des groupes de pression pour avoir une influence sur les décisions prises dans l'Assemblée à travers leurs maris, leurs fils, leurs frères. C'est pas partout. Et encore une fois, ça démontre l'hétérogénéité de la Kabylie, où dans d'autres villages, les femmes m'ont dit qu'elles n'avaient aucun droit de poser des questions concernant les activités de Taj Mahal. Mais on sait aussi que le respect du secret associé à Taj Mahal amène beaucoup de femmes à ne pas en parler pour ne pas manquer de respect au chef de famille qui représente toute la famille au sein de l'Assemblée. Il y a des participations et des engagements infrapolitiques, c'est-à-dire entre la sphère privée et la sphère publique, qui sont discrets, qui sont quotidiens et qui se performent, on va dire, à la fois dans l'espace privé et dans l'espace villageois, et qui représentent des formes cachées,
des formes, des activités, des performances dans les coulisses, en fait, de contestation de l'ordre patriarcal, de contestation de la domination, souvent ritualisée. Il y a les extraits ethnographiques de Camille Lacoste du Jardin qui nous parlent de femmes que pendant des horaires, pendant un mariage, critiquaient les choix politiques pris par un représentant de l'APC qui était invité. Mais il y a aussi le port de la robe, la production de symboles identitaires d'une culture qui se politise dans l'affirmation identitaire. Et enfin, on a des formes de participation et engagement politique dans la sphère publique qui sont inédites, qui sont actuelles et qui, au-delà des formes qu'on a vues et qui se performaient notamment dans la sphère urbaine, se performent aujourd'hui dans les villages. On a aujourd'hui des femmes qui ont été intégrées à la tejmeat traditionnelle du village d'Azrekolal. Membres de l'Assemblée traditionnelle et ont été intégrés à partir des incendies qui ont ravagé la région et ont pris parti au processus décisionnel concernant la gestion politique de cette crise. Elles étaient présentes à Timsharet dans la Tejmeat d'Azrekolal et moi-même l'été. Elles ont eu leur partie de viande, seuls membres de leur famille à la recevoir. Donc, on a une modification d'un tissu traditionnel dans ce village qui est en train de se configurer. On a aussi des comités de village féminins. Comités de village féminins qui se organisent aujourd'hui, qui se structurent aujourd'hui, qui ne sont pas reconnus par toute la communauté, qui ne sont même pas reconnus par tous les membres du comité. On aura souvent des femmes âgées qui diront de ne pas faire partie d'un comité de village et des femmes plus jeunes, au profil sociologique différent, qui se disent comité de village, qui se réunissent dans des lieux qui ont été restaurés et qui sont souvent des maisons traditionnelles et qui organisent les tajmelites, qui organisent les fêtes de village et qui prennent des décisions concernant en fait le village, même dans ces parties plus finement et éminemment politiques. Ces femmes, une autre modalité d'engagement et participation politique des femmes dans les villages aujourd'hui est la désignation de chefs de quartier, chefs femmes de quartier, l'organisation de réunions, d'assemblées féminines où des femmes désignées par, la sphère féminine du village seront assises ensuite dans le comité de village qui devient un comité mixte en tant qu'intermédiaire désigné qui apporte la voix des femmes après les assemblées et donc participe au processus décisionnel. Toute cette configuration est une configuration en acte. Ces catégories que j'ai repérées, c'est des catégories qui présentent des porosités, qui sont toujours en contact entre elles. Il peut y avoir des modalités d'engagement parallèles qui coexistent au sein d'un même village, au sein d'une même organisation, et qui, en fait, permettent d'apprécier l'hétérogénéité de cet agir politique féminin. Pour essayer de conclure, parce que l'analyse est en cours, les éléments traditionnels fonctionnent comme cadre de référence identitaire. Mais il y a une remise en question de entière partie de la tradition concernant les rôles de genre déterminés par la tradition même et qui dérivent de l'honneur. Et cela ramène dans le processus de reconstruction identitaire en Kabylie à des renégociations identitaires et à une redéfinition même de l'appartenance par l'honneur, la kabylie. Il y a la revendication d'une autre forme d'appartenance. Il n'y a pas que ça, mais il y a des actrices aujourd'hui qui articulent et intègrent de façon progressive l'agir politique féminin à la sphère villageoise. Et je conclus par une question que je me pose. Est-ce que, en fait, dans le processus de reconstruction identitaire, l'identité et l'appartenance, donc la reconnaissance, renégociée sur la base d'une redéfinition des critères de l'honneur et donc des rapports de genre en rapport aux politiques, va amener des modifications du processus de reconstruction identitaire et donc une redéfinition des rôles politiques liés au genre en Kabylie. Merci. Et je m'arrête là. Merci Margarita, merci Malika pour les présentations.
parler des femmes, de la mazérité et de l'engagement. Si vous avez des questions, donc on va prendre vos questions, que ce soit pour Malika ou pour Margarita, et on va essayer de profiter au maximum de l'échange avec elle. Pas mal. Merci. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous poser, la question que je voulais vous poser, parler du mouvement féminin et non pas du mouvement féministe. Parce qu'on a les deux, en fait. Je connais très bien les associations que vous avez faire les choses, étaient, oui, c'était un mouvement féminin, mais c'était un mouvement féministe qui, y compris l'association certains d'autres à Béjaïa, qui avait repris les revendications démocratiques, dont la mazérité. Voilà, donc cette histoire de mouvement, le mouvement féminin, moi je sais qu'il y a un gros problème en Algérie entre le féminisme et le féminin, parce que le féminisme, c'est dans les représentations sociales, c'est la référence occidentale, etc. Or, c'est la question des droits entre les hommes et les femmes qui pose. Deuxièmement, vous parlez de la recomposition politique. Ben, il me semble, ce que je connais des Gacheri, j'y vais très souvent, ce qui a beaucoup changé, c'est pas ce rôle politique, c'est sur le plan sociétal. Dans les villages kabyles, les femmes maintenant sont seules, parce qu'il y a la scolarité, etc. Les femmes sont seules, elles prennent le bus, par exemple, le village perché sur la vallée de la Sounam, les jeunes filles, elles prennent elles-mêmes les bus, elles vont sur Béjaïa, elles enquêtent. Il y a une liberté de se mouvoir. Alors sur le plan politique, je ne sais pas, effectivement, ça apporte une recomposition identitaire et de la place des femmes dans ces sociétés qu'il faudrait analyser. Sur le plan politique, je ne sais pas, voilà. On va prendre les questions une par une. Oui. Alors, concernant le mouvement féminin féministe, effectivement, ça pose question. J'ai utilisé le mouvement féminin parce que j'ai parlé de plusieurs associations et de plusieurs actrices qui ne se définissent pas toutes féministes, mais toutes appartenant au mouvement féminin. Alors après, si on doit définir le féminisme d'un point de vue sociologique, anthropologique, comme étant un mouvement qui revendique l'égalité homme-femme, il s'agit à peu près de mouvements féministes dans leur intégralité. Mais si on va prendre l'autodéfinition, l'endodéfinition donnée par les actrices, c'est rare qu'on ait une définition d'appartenance féministe. On l'avait notamment pour les associations et les mouvements, les militants proches du trotskisme des années 80-90, oui. Aujourd'hui, c'est rare. C'est vraiment rare. Sur les changements, les mutations sociales, certes, il y a eu une scolarisation massive et j'ai pas eu le temps de tout dire dans une demi-heure, mais bien sûr. Et je me demande même concernant le critère de la compétence, parce que si dans les comités de village, c'est le critère de la compétence et des affinités politiques qui a primé à un moment donné, au lieu de faire primer le critère de la généalogie, ce qui n'est pas vrai dans tous les villages, parce qu'il y a des villages qui fonctionnent, notamment dans le Djurdjura, sur le critère de la parenté. Donc, dans les comités de village, la représentation s'y fait sur Adrum. Et là, la participation féminine devient encore plus difficile. Mais concernant le critère de compétence, le critère d'affinité politique, c'est souvent un critère qui permet une intégration plus facilitée, entre guillemets, de la présence féminine, aussi parce que lorsque la parole donnée est une parole démocratique et universelle, le critère de compétence devrait être été pris des fois en considération d'un point de vue universel, pas sur une discrimination de genre. Mais cela dit, là encore, la difficulté de tout dire, c'est aussi la difficulté qui dérive de l'hétérogénéité de la Kabylie. Alors, sur un terrain conduit dans le Djurdjura, je peux dire que la majeure partie des comités de village fonctionnent sur un critère de représentation par Adrum, lignage, et que ça rend la participation féminine au sein des comités de village plus difficile, dans la mesure où l'acceptation d'une représentante femme de la part de la famille et du village est plus difficile, et même la femme qui voudrait faire partie du comité, ça impose des obstacles.
à ce processus de participation et intégration du comité. Et que donc, des fois, ça coexiste. Il y a le représentant de la famille, mais il y a une femme aussi de la famille. Ou alors, il y a des comités de village de femmes qui se réunissent en parallèle, et puis il y a des réunions mixtes dans lesquelles, en gros, les deux univers se confrontent, mais pas sur toutes les activités. Donc là, encore une fois, certes, il y a des mutations, certes, il y a des changements sociaux et sociétaux, mais sur le plan purement politique villageois, il est intéressant de considérer l'hétérogénéité aussi propre au village kabyle. Il n'y a pas un modèle unique.